Bonjour Thibaut Boutroux. Bonjour Timothée. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de la plateforme d'investissement Meria France, société donc spécialisée dans la crypto-monnaie. Vous connaissez très très bien cet univers, bien sûr, univers bousculé ces derniers temps. On vient de voir cette vidéo révoltante, univers bousculé par une vague de violence qui vise les investisseurs, les entrepreneurs qui travaillent dans ce domaine, leurs proches et également. On vient encore une fois de voir cette vidéo en plein Paris. Ça s'est passé mardi matin, cette tentative de rapt, donc une violence inouïe contre deux personnes qui font partie de la famille d'un chef d'entreprise en crypto-monnaie. Il y a eu énormément de réactions suite à la publication de cette vidéo sur les réseaux sociaux. Quelle est la vôtre ? Comment avez-vous réagi, vous, lorsque vous avez justement découvert ces images inquiétantes, ces images révoltantes ? Forcément, il y a un espèce de cri de détresse de par la multiplication de ce genre d'intervention. C'est surtout ça qui interpelle aujourd'hui, puisque des phénomènes de ce genre, on en a déjà eu dans le passé, mais c'est vrai que ces derniers temps, ils ont tendance à se multiplier avec une violence aussi qui est montée d'un cran. Et aujourd'hui, on a une médiatisation qui est en train de s'orchestrer autour de ça. Donc l'idée, c'est un petit peu aussi de profiter de ça pour tirer un peu la sonnette d'alarme, parce qu'effectivement, il y a de l'inquiétude qui est en train de monter dans l'écosystème chez l'ensemble des investisseurs, et on n'a pas l'impression que toutes les dispositions sont prises pour empêcher que ça se reproduise. Et vous serez justement d'ailleurs reçu par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, place Beauvau, demain, vendredi, justement sur ce sujet. Vous parliez de l'inquiétude qui monte dans tout le système, une inquiétude, une peur au niveau personnel. Vous, ça vous fait peur quand vous voyez ces images ? Naturellement, c'est pas rassurant. Après, on sait que ça existe, donc on vit avec ça depuis un certain temps maintenant. On a déjà pris des dispositions, mais le fait de voir que ça se multiplie, qu'il y a des vrais modes opératoires qui sont mis en place, que ça peut se produire en pleine journée, en pleine rue, à Paris, avec beaucoup de gens autour, ça montre aussi que les ravisseurs ont pas peur en fait de passer à l'acte, donc forcément c'est cette multiplication aujourd'hui qui inquiète. Multiplication effectivement, parce qu'il y a cette vidéo là qui fait beaucoup parler cette semaine, mais il y a également un autre cas, par exemple début mai, le père d'un homme ayant fait fortune dans les crypto-monnaies qui a été libéré après que 4 ravisseurs lui aient tranché un doigt pour obtenir une somme très élevée, mode opératoire qui rappelle celui également du kidnapping de David Ballan il y a 3 mois et demi, cofondateur d'une start-up. Vous, votre associé d'ailleurs chez Meria France, Owen Simonin, alias Asher, a lui aussi été victime il y a 2 ans d'une agression à son domicile. C'est en train de devenir un mal français, ces agressions. C'est pas un mal qui est uniquement français, hein. Il y a d'autres cas similaires un petit peu partout dans le monde. Mais la France est quand même particulièrement. Mais la France ces derniers temps, il y en a eu plusieurs effectivement. Il y a plein de raisons à ça, et je pense qu'une des raisons principales, c'est tous les fantasmes qui persistent autour des crypto-monnaies, beaucoup d'idées reçues qu'on a alimentées sur le fait justement que tous les gens qui étaient dans les cryptos étaient forcément fortunés, que les cryptos étaient intraçables, et qu'on pourrait pas nous retrouver en fait si on passait à l'acte. Et donc tout ça fait que les gens qui détiennent de la crypto aujourd'hui deviennent des cibles un peu faciles, alors que au contraire on se rend compte que dans les derniers cas qu'il y a eu, tous les fonds ont été récupérés, puisque au contraire les crypto-monnaies sont très facilement traçables. Donc c'est beaucoup de risques qui sont pris pour au final un bénéfice qui est quasi nul pour les agresseurs. On va y revenir. C'est vrai qu'on a l'impression que ces agresseurs sont prêts à tout. On parlait notamment de ce doigt coupé. C'est pas un cas isolé. Vous, là aussi, votre associé a été victime d'une agression. Il vous a raconté ce qui s'est passé ? Du coup, oui, forcément, je l'ai eu assez rapidement. Alors les 2 cas étaient sensiblement différents. Là où ce qui arrivait à Owen, c'était un cas, on va dire, isolé. C'est quelqu'un qui est passé à l'acte seul, qui s'est dénoncé par lui-même à la police après, qui était dans une situation personnelle un peu compliquée. Mais c'est une agression à son domicile. C'était une agression à son domicile avec une arme à feu. Là, on est sur un cas différent, parce que là, ce qui inquiète aussi, c'est qu'on a un mode opératoire qui se répète, avec des gens qui sont mandatés pour ça. Donc il y a des commanditaires derrière, ce qui peut laisser entendre qu'il y en aura d'autres. Quel est justement le mode opératoire ? Vous parlez d'un mode opératoire qui se calque en fait sur les différentes agressions. Quand on prend justement par exemple le cas très concret d'Owen Simonin, votre associé, vous le disiez par exemple, par définition la crypto-monnaie c'est virtuel, et paradoxalement
Est-ce que c'est plus ou moins bien protégé que la monnaie réelle ? Alors la crypto-monnaie en tant que telle est beaucoup plus protégée, puisque aujourd'hui, et tous les gens qui sont dans cet écosystème ont pris un certain nombre de dispositions techniques depuis un certain temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous en prenez à quelqu'un qui a de la crypto avec lui, il ne peut pas déplacer et transférer ses cryptos aussi facilement. Généralement, il y a des procédés qui ont été mis en place qui impliquent plusieurs signatures de plusieurs personnes, donc il y a besoin d'avoir plusieurs personnes aussi physiquement pour réaliser l'opération. Donc finalement, l'accès au fonds n'est pas si simple que ça. Là, ce qui est un petit peu nouveau, c'est que on va s'en prendre à des proches aussi, et on va demander des rançons derrière. Donc on va plus chercher forcément directement la personne qui détient les crypto-monnaies. Hier, Paynium, la société justement concernée par la tentative de kidnapping de mardi, a appelé les autorités à mettre en place des mesures immédiates pour protéger les acteurs. Vous appelez l'État aujourd'hui à tout mettre en œuvre pour assurer votre protection, pour assurer celle de vos proches. Quelles mesures concrètement appelez-vous de vos voeux ? Ouais, naturellement. Donc déjà que le fait soit pris en considération, en fait, qu'il y ait une vraie prise de conscience sur ce qui est en train de se passer, pour qu'on garde aussi cet écosystème crypto qui est fort en France, et qu'on le garde sur le territoire. Mais comment mettre cette protection en place ? Parce qu'on ne va pas mettre un garde du corps pour chaque salarié d'une entreprise de crypto-monnaie. Ça paraît effectivement compliqué. Je pense qu'il y a des petites choses qu'on peut faire déjà sur retravailler les éléments de langage, sur justement retirer tous les fantasmes qui existent autour des cryptos, pour ne pas attiser un petit peu la curiosité des malfaiteurs et les dissuader de passer un peu à l'action. Ensuite, pour le coup, ce qu'on a vu des dernières agressions, c'est que les autorités ont plutôt bien réagi, ont plutôt réagi vite. Donc ça, c'est quand même à saluer. Maintenant, ce qu'il faut aussi, c'est que le dispositif de justice qui soit mis en place derrière puisse aussi faire son travail assez rapidement, qu'on ait des condamnations sur les gens qui sont interpellés et qui réalisent ces actes, pour faire monter encore d'un cran la dissuasion autour de ces agressions. Qu'allez-vous dire à Bruno Retailleau demain ? On va surtout déjà écouter ce qu'ils ont à dire. Pour le coup, on n'a pas beaucoup d'éléments aujourd'hui sur l'ordre du jour détaillé de la réunion. Donc on va écouter ce qu'ils ont à dire. On va partager un peu nos inquiétudes, et puis essayer de travailler un peu main dans la main pour mettre en place des choses et éviter que ce genre d'action se reproduise. Alors vous l'avez souligné, le monde de la crypto n'a pas attendu en réalité pour justement mettre en place un certain nombre de mesures pour tenter de se protéger déjà seuls. Certains investisseurs affirment avoir d'ores et déjà modifié par exemple leurs habitudes de déplacement, faire attention à ne laisser aucune trace de leur adresse, aucune trace de leurs biens également sur Internet. C'est votre cas aussi, il y a un degré de vigilance qui est particulièrement élevé quand on travaille dans le monde de la crypto-monnaie. Oui, bien sûr. Puis nous, du coup, de par l'événement qui est arrivé à mon associé Owen, on a eu un électrochoc qui a fait qu'on a rapidement pris un certain nombre de mesures. Comme quoi, par exemple ? Mais comme beaucoup de mesures, que ce soit à domicile professionnel, on a parlé des déplacements, on a parlé de la manière dont on va communiquer sur les réseaux pour éviter de faire en sorte qu'on puisse être identifié ou localisé à un endroit en temps réel, sur des dispositifs qui sont de vidéosurveillance mais partout, des espaces qui sont sécurisés, qui sont badgés pour limiter les accès en fait aux gens qui vont pouvoir y accéder. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont mis en place, qui sont naturellement très intrusifs dans la vie quotidienne, mais qui font malheureusement aujourd'hui partie de la réalité de quelqu'un qui travaille dans les cryptos. Ça veut dire que concrètement, vous faites particulièrement attention, par exemple, à ce que absolument personne ne sache où vous habitez. On essaye de faire en sorte de... Ouais. Il y a un secret total, même avec vos proches, peut-être ? Il y a de l'éducation et beaucoup de pédagogie auprès de nos proches, naturellement. C'est la partie un petit peu délicate, parce que nous, on a pris la partie de jouer dans cet écosystème, donc les risques qui vont avec. Eux, pour le coup, n'ont rien demandé à personne. Donc oui, il y a beaucoup d'éducation auprès d'eux, beaucoup de choses qui ont été mises en place aussi chez nos proches pour essayer de les mettre en sécurité. Alors, Éric Larchevêque, vous savez, le célèbre investisseur de Qui veut être mon associé, surtout cofondateur également d'une société de crypto-monnaie, a réagi après cette attaque de mardi. Voici ce qu'il dit sur le réseau social X. Combien d'entrepreneurs, combien de talents réfléchissent sérieusement à quitter un pays qui ne protège plus les siens ? Combien sont déjà partis en silence, par lassitude, par peur, par résignation ? C'est une réalité. Certains pensent à quitter la France aujourd'hui à cause de cela. Ouais, malheureusement, c'est clairement la réalité. Et là, pour le coup, on le voit, on a beaucoup de
de canaux de discussion privés avec différents entrepreneurs du secteur français ou francophone, et on en voit beaucoup qui sont à l'étranger qui appellent à partir, et beaucoup qui sont en train de s'inquiéter parce qu'ils sont pères de famille, parce qu'ils ont peur de ce qui se passe, parce qu'ils voient pas forcément de réponse ou de communication qui est faite en face, et donc ils se sentent effectivement plus en sécurité ici. Vous y songez, vous ? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, mais si on voit effectivement qu'on n'est plus en sécurité sur le territoire, à un moment donné, on prendra les dispositions en conséquence, parce que je pense qu'aucune activité, quelle qu'elle soit, ne mérite d'être exposée à ce genre de risque. Pour bien comprendre, justement, parce que vous avez parlé tout à l'heure des fantasmes autour du monde de la crypto-monnaie, quel volume ça représente en termes d'investissement, justement, aujourd'hui à l'échelle nationale ? En termes d'investissement, qu'est-ce que ça représente par rapport à une monnaie classique, la crypto-monnaie ? Alors, j'ai pas de chiffres précis sur ça, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, les cryptos font quand même partie du paysage. On a les dernières études de la DAN qui montrent qu'il y a un peu plus de 10% de Français qui détiennent des cryptos aujourd'hui. Oui. On en a plus de 30% qui disent vouloir potentiellement en acheter dans les mois qui viennent. Donc, la réalité, c'est que ça fait quand même beaucoup de gens qui détiennent des cryptos. Tous ces gens-là ne peuvent pas devenir des cibles. Donc à un moment donné, il faut prendre les mesures en conséquence. Il faut retravailler un petit peu la pédagogie et l'éducation autour de ce sujet pour enlever les fantasmes. Et il faut aussi protéger les entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui, on a quand même un territoire qui est plein de talents en France. On a des gens qui créent des emplois et qui aujourd'hui se posent la question de peut-être aller créer ces emplois ailleurs s'ils ne peuvent pas assurer la sécurité de leurs employés. Mais sur l'importance de ce secteur qui est en plein boom, c'est ces sociétés effectivement qui se développent. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, dans les prochaines années, d'avoir des sociétés de crypto-monnaies qui soient cotées en bourse, cotées au CAC 40, par exemple ? Bien sûr, on en voit déjà de l'autre côté du globe. Et aujourd'hui, on a parmi les quelques licornes qu'on a en France, on en a plusieurs qui représentent le secteur crypto. On a Ledger, on a Sorare, on a The Sandbox. Donc, on en a déjà plusieurs. On a pas mal de champions. On a des pointures technologiques sur le sujet. Donc effectivement, il faut qu'on réussisse à garder ça sur le territoire. Comment se situe la France aujourd'hui dans le marché mondial des crypto-monnaies ? On est plutôt bien placé sur le plan technique au niveau de l'échiquier mondial. On va retrouver aujourd'hui des talents français chez n'importe quelle grande société crypto au niveau international. On a perdu un petit peu de vitesse avec un petit peu avec le climat réglementaire qui a mis un petit peu de temps à s'adapter, qui est en train d'évoluer avec toute cette harmonisation qui est en train de se faire au niveau européen, là où d'autres zones géographiques ont été un peu plus pragmatiques. Donc on est en train de rattraper un petit retard qu'on a pris, mais on a les talents nécessaires sur le territoire pour se repositionner sur la carte. Phénomène en tous les cas financier considérable, et ça c'est factuel, avec quand même cet l'aléa de la volatilité des cours, et on l'a vu par exemple avec les annonces de Donald Trump qui ont tout de suite eu un impact considérable sur les cours de crypto-monnaie. Est-ce que c'est pas un frein malgré tout, selon vous, au développement de ces cryptos ? La volatilité, forcément, en fait, elle est autant un frein qu'un accélérateur, puisque c'est cette volatilité qui va attirer un petit peu les spéculateurs et les nouveaux entrants, et c'est tout ça qui va permettre d'amener des capitaux qui permettent de financer cette innovation. Et en même temps, forcément, elle fait peur. Donc elle va peut-être restreindre certains. C'est vrai que c'est quand même souvent présenté comme une bulle dangereuse, les crypto-monnaies. Alors, il y a des phénomènes de bulles à l'intérieur du secteur, mais les cryptos ne sont pas une bulle par nature, elle est fondée sur rien. Mais on peut faire le même parallèle avec Internet, où on a eu à un moment donné des grosses prises de valeur, puis des grosses corrections, des respirations, et on a différents cycles. Donc dans les cryptos, c'est un petit peu pareil. On a des grosses prises de valeur, puis on a une respiration, et on a uniquement les projets les plus solides qui vont persister, qui vont rester dans le temps. Moi, ça fait aujourd'hui 8 ans que je suis sur ce secteur d'activité. J'ai vu des boîtes grandir, j'en ai vu mourir, et on voit à chaque vague, on voit des nouveaux opportunistes qui viennent et puis qui repartent, et puis pendant ce temps-là, on en a qui sont en train de construire des choses petit à petit et qui deviennent de plus en plus grosses. Et pour comprendre jusqu'où on peut aller, question très concrète par exemple, est-ce que vous diriez aujourd'hui, vous conseilleriez, je ne sais pas, un commerçant par exemple, un boulanger, un boucher, d'accepter d'être payé en crypto ? Aujourd'hui, de toute manière, il ne perdrait rien à accepter d'être payé en Bitcoin. La réalité, de toute manière, c'est que l'adoption, elle va même peut-être plus se faire par le biais des réseaux de paiement. Aujourd'hui, on a par exemple Visa et Mastercard qui sont hyper actifs sur le sujet, et aujourd'hui, on a plein de cartes crypto qui sont adossées à ces moyens. Donc, on peut venir avec une carte de paiement traditionnelle, avoir un compte crypto derrière et payer, et en fait, la compensation, elle se fait directement. Donc, sans le savoir, le commerçant est payé en crypto, mais il y a une compensation qui est faite qui fait qu'il va recevoir sa monnaie en or. Très rapidement pour terminer, on sent quand même que la crypto est de plus en plus prise au sérieux par les autorités, par les banques centrales, notamment Donald Trump en a beaucoup
beaucoup parlé. Par exemple, vous sentez que les lignes sont en train de bouger. Le sujet d'ailleurs a été abordé également au Parlement européen. Oui, bien sûr, le sujet est en train de bouger. Il y a une harmonisation réglementaire qui est en train de se faire. On voit aussi les institutionnels qui sont en train de se mettre largement. Aujourd'hui, il n'y a aucune grande banque mondiale qui ne s'intéresse pas au sujet, qu'il n'y a pas des groupes de travail, qu'il n'y a pas des produits qui sont déjà en phase. Donc oui, il y a un changement qui est en train de s'opérer, c'est certain. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans Point de vue, cofondateur de Meria Finance, société spécialisée dans la crypto-monnaie. On continue évidemment de suivre ce dossier, notamment ce qui ressort de cette réunion à laquelle vous participerez avec le ministre de l'Intérieur demain, place